Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un leader politique qui, en 1938, a donné une leçon de démocratie au monde entier. Un homme profondément soucieux de la voix de son peuple. Un dirigeant si proche de ses concitoyens qu'il ne pouvait concevoir d'annexer un territoire sans leur demander leur avis. Un homme qui disait « Je ne suis rien sans le consentement de mon peuple ». Pour lui, la vraie puissance ne résidait pas dans les canons, mais dans les urnes. Il voulait que chaque Autrichien, chaque Allemand, puisse s'exprimer librement sur l'avenir de son pays. Il avait à cœur de réunir deux peuples frères, sans guerre, sans effusion de sang, mais simplement par la démocratie directe. Il proposa donc un référendum. C'est le référendum de l'Anschluss. Celui-ci a été accepté à plus de 99% par l'ensemble de la population autrichienne et allemande. N'est-ce pas une belle démonstration de la démocratie? Qui est donc ce personnage qui fait preuve de tant d'intérêt pour son peuple? Mais la réalité est tout autre. Derrière ce référendum se cache une machine de terreur prête à tout pour anéantir toute opposition. Tout d'abord, une occupation militaire d'un pays, l'Autriche, qui de facto n'existe plus. L'opposition est détruite par la violence et la déportation, le retrait du droit de vote qui touche principalement les Juifs. Ainsi, c'est plus de 8% de la population en âge qui ne pourra pas voter. C'est l'intimidation, la peur, la crainte qui vont amener à un score spectaculaire de 99,7% de oui. Oui pour l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne. C'est l'histoire de ce référendum que je vais vous conter. Première grande question, pourquoi une réunion de l'Autriche avec l'Allemagne? Historiquement, l'Allemagne et l'Autriche ont fait partie d'un vaste ensemble qui se nommait l'Empire romain de nations germaniques. Un empire qui a débuté en 962 et s'est terminé en 1806. 844 ans de vie commune, ce n'est pas rien. Géographiquement, les deux territoires ont une frontière commune de plus de 780 km, ce qui favorise les échanges et les interactions entre les populations des deux côtés. Cette longue frontière constitue à la fois un espace de contact, d'échanges commerciaux et culturels, mais aussi un enjeu stratégique et politique important. Linguistiquement, l'Allemagne et l'Autriche parlent la même langue, l'allemand, ce qui facilite grandement la communication entre les populations. Cette langue commune constitue un élément fort de rapprochement culturel et historique entre les deux pays. Néanmoins, ces critères n'amènent pas automatiquement à une réunion ou à une unification politique. Prenons le cas de la Belgique francophone, dont j'en fais partie. Bien qu'elle possède une langue et une culture très proches de celle de la France, il n'existe pas de mouvement politique majeur, ni d'élus représentés au Parlement défendant sérieusement l'idée d'un rattachement à la France. Cela montre que la langue, la culture ou encore l'histoire commune ne suffisent pas à elles seules à provoquer l'union de deux territoires. D'autres facteurs entrent en jeu, notamment la volonté politique, le sentiment d'appartenance nationale et l'histoire propre à chaque pays, ainsi que les équilibres internationaux. Même si certains territoires partagent de nombreux points communs, ils restent malgré tout des États distincts avec leur propre identité politique et culturelle. Mais au XIXe siècle apparaît une nouvelle idée politique, le pan-germanisme. Pour la faire simple, c'est une idéologie qui défend l'idée que toutes les populations germaniques devraient être regroupées au sein même d'un même État, une grande Allemagne. Cette idée se développe dans un contexte de montée des nationalismes en Europe, où les peuples cherchent à s'unifier selon leur langue, leur culture et leur histoire commune. Au XXe siècle, cette idée est reprise et radicalisée par Adolf Hitler, qui en est un fervent partisan. Dans Mein Kampf, il est écrit « Une heureuse prédestination m'a fait naître à Braunau-sur-Line, bourgade située précisément à la frontière de ces deux États allemands, dont la nouvelle fusion nous apparaît comme la tâche essentielle de notre vie, à poursuivre par tous les moyens. L'Autriche allemande doit revenir à la grande patrie allemande. » À travers cette citation, on comprend que pour lui, l'union entre l'Allemagne et l'Autriche était un objectif clair politique majeur qu'il considérait comme légitime en raison de leur langue, de leur culture et de leur histoire commune. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne sont vaincus. Ce sont donc les victorieux qui vont décider de leur destin. En 1919, le très célèbre traité de Versailles indique dans son article 80 la déclaration suivante. L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche. Elle reconnaît que cette indépendance sera inaliénable. Le traité de Saint-Germain-en-Laye, petite sœur du traité de Versailles, raconte pour l'Autriche
à l'article 88, l'indépendance de l'Autriche est inaliénable. L'Autriche s'engage à s'abstenir de tout acte de nature à compromettre son indépendance. En clair, l'Autriche doit rester indépendante et elle ne peut s'unir à l'Allemagne. Alors pourquoi est-ce que cette union est interdite en 1919? Après la Première Guerre mondiale, les vainqueurs, France, Royaume-Uni, États-Unis, considèrent que l'Allemagne est responsable du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Elle doit à tout prix être affaiblie. 13% de son territoire sont distribués à d'autres pays. 10% de sa population part avec ses territoires. 100% de ses colonies lui sont retirées. Elle ne peut posséder qu'une armée de 100 000 soldats et ne pouvait ni produire de chars ni d'avions. Si on unit l'Allemagne et l'Autriche, cela crée un très grand pays germanophone, plus puissant économiquement, militairement et démographiquement. Il était donc pour les gagnants illogique d'accepter la fusion de ces deux pays. Après la guerre, les Autrichiens souhaitent une réunion avec l'Allemagne. Pourquoi? À la chute de l'Empire austro-hongrois, l'Autriche devient un tout petit état de 6 millions d'habitants, avec Vienne comme grande capitale surdimensionnée. Le pays est en crise. Inflation, chômage, manque de ressources, dépendance économique et beaucoup d'Autrichiens pensent que le pays ne peut pas survivre seul. Ainsi, ils souhaitent rejoindre l'Allemagne. On appelle cela l'Anschluss, l'union avec l'Allemagne. Dans les années 1920, l'idée d'union avec l'Allemagne est soutenue par les sociodémocrates autrichiens, les pangermanistes et une partie de la population. Dès 1921, dans les régions comme le Tyrol et Salzbourg, des référendums montrent un soutien massif à l'union avec l'Allemagne, parfois supérieur à 95%. Mais les puissances européennes, craignant la reconstitution d'une grande Allemagne, refusent catégoriquement cette union. L'Autriche reste indépendante, mais une partie importante de sa population regarde vers Berlin. Dans la continuité des années 1920, l'Autriche et l'Allemagne tentent de créer une union douanière pour rapprocher leur économie. Mais la France et la Société des Nations s'y opposent car elles craignent une union politique cachée. Cela montre que les autres pays européens surveillent de très près les relations entre l'Autriche et l'Allemagne. Jusqu'en 1933, l'Allemagne est une démocratie et se refuse à engager un conflit international majeur pour l'Autriche. Mais tout change quand Adolf Hitler arrive au pouvoir. La démocratie abolie, le voilà le Führer, le guide que l'Allemagne doit suivre. Adolf Hitler, qui est né en Autriche, voulait réunir tous les germanophones dans un même État, qu'on nommerait le Troisième Reich. L'Autriche va suivre aussi une voie similaire à l'Allemagne. Dans les années 1920, elle est une démocratie, mais une démocratie très fragile. En 1933, Engelbert Dollfuss met fin à la démocratie autrichienne. C'est une année décisive dans l'histoire de l'Autriche. Le 4 mars 1933, il y a une crise au Parlement autrichien. Il doit y avoir un vote au Parlement autrichien, les députés débattent d'un conflit social dans les chemins de fer, sur les grèves et conditions de travail par exemple. Il y a un vote très serré sur une question liée à ce conflit. Problème, le résultat est très disputé, chaque camp accuse l'autre de tricher ou de mal compter les voix. Alors pourquoi est-ce que cela bloque tout? Le président du Parlement veut participer au vote, ce qui est normalement impossible en restant président. Donc il démissionne temporairement pour voter. Puis les deux vice-présidents démissionnent aussi. Résultat, il n'y a plus personne pour diriger la séance. Le Parlement est alors incapable de continuer légalement la session. Le chancelier Dollfuss profite de cette situation pour déclarer « Le Parlement s'est autodissous ». Mais en réalité, ce n'était pas une vraie dissolution. Le Parlement pouvait théoriquement se réunir à nouveau. Mais Dollfuss empêche physiquement les députés de revenir grâce à la police et avec des barrages. Ce n'est pas le contenu du vote qui compte, mais ses conséquences. Une simple crise de procédure devient la fin de la démocratie autrichienne. Ici, on est face à un exemple classique d'utiliser une faille juridique pour prendre le pouvoir. Entre 1933 et 1934, Dollfuss met en place un régime autoritaire. Interdiction du parti communiste, interdiction du parti nazi autrichien. Oui, Dollfuss ne m'aime pas beaucoup l'Allemagne nazie. Il y a une censure de la presse et c'est la fin des élections. Il crée un régime appelé l'État corporatif, inspiré du fascisme italien de Mussolini, mais catholique et autrichien. Il veut éviter que l'Autriche soit pris entre deux dangers, l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler et le communisme de l'URSS. Il détruit donc la démocratie pour créer une dictature anti-nazie et anti-communiste. C'est ce qu'on appelle parfois l'austrofascisme. L'Autriche devient donc une dictature anti-nazie soutenue par l'Italie de Benito Mussolini à ce moment-là. Mais il y a néanmoins une opposition. Une guerre civile autrichienne apparaît en février 1934. Cette guerre civile est un conflit très court mais très violent. Il se déroule entre les gouvernements autoritaires plutôt de droite conservatrice et les sociodémocrates plutôt de gauche. Elle se passe entre le 12 et 16 février 1934 et on appelle cet événement la guerre civile autrichienne. Alors pourquoi cette petite guerre civile? On a bien vu que Dollfuss voulait le pouvoir pour lui. Et donc il va y avoir un conflit entre la droite conservatrice et la gauche. Les sociodémocrates se révoltent. Il y a des combats dans Vienne et dans les villes industrielles. L'armée autrichienne bombarde des immeubles ouvriers et en quelques jours la révolte est écrasée. 1000 morts, la démocratie disparaît et le parti social-démocrate est interdit. Beaucoup d'opposants fuient. L'Autriche devient un état autoritaire. Mais pourquoi c'est important pour l'Allemagne? Après 1934, l'Autriche est affaiblie et isolée. La démocratie est détruite, le pays est politiquement instable. Les nazis autrichiens deviennent plus forts et en juillet 1934, les nazis, soutenus par l'Allemagne, tentent un coup d'État. C'est le putsch de juillet 1934 en Autriche. Ils assassinent Dollfuss, souvenez-vous, qui était anti-nazi, mais le coup d'État échoue car Mussolini menace d'envoyer l'armée italienne protéger l'Autriche. À ce moment-là, Hitler recule.
Entre 1936 et 1938, la situation internationale change. Mussolini se rapproche de Hitler, la France et le Royaume-Uni mènent une politique d'apaisement. Ils acceptent les violations du traité de Versailles et les annexions d'Hitler. Mais loin de préserver la paix, cette politique encourage l'expansion de l'Allemagne nazie et conduit finalement à la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne devient de plus en plus puissante et en 1936, l'Allemagne impose à l'Autriche un accord. Des nazis entrent dans le gouvernement autrichien. L'Autriche devient de plus en plus dépendante de l'Allemagne et soumise à celle-ci. Le chancelier autrichien est alors Kurt Schuschnigg qui essaie de résister, mais il est isolé. En février et mars 1938, la tension explose. Hitler convoque Schuschnigg et le menace. Il exige des nazis dans le gouvernement, l'amnistie des nazis et le contrôle de la police. Sentant peut-être une invasion des nazis de son pays, le chancelier autrichien décide d'annoncer un référendum. La question devait être: voulez-vous une Autriche libre et indépendante? Et ce vote devait avoir lieu le 13 mars 1938. Adolf Hitler a considéré cela comme une menace et a lancé un ultimatum. Le gouvernement autrichien a été forcé de démissionner et l'armée allemande est entrée dans le pays avant le vote. Le référendum nazi d'avril a donc remplacé un référendum qui aurait probablement donné un résultat très différent. Le 10 avril 1938, un référendum est organisé simultanément en Allemagne et en Autriche pour ratifier l'Anschluss. Hitler a besoin de soutien populaire fort. Il vient militairement d'envahir un pays protégé par des traités internationaux. La guerre peut éclater à tout moment. Il va donc mettre en place ce référendum pour montrer au monde que ce n'est que la juste réunion d'une même partie. Si les Autrichiens votent massivement oui, Hitler aura un poids considérable pour légitimer son geste. La question posée était: approuvez-vous la réunification de l'Autriche avec le Reich allemand réalisé le 13 mars 1938 et votez-vous pour la liste de notre Führer Adolf Hitler. Les résultats officiels sont les suivants. Une vaste majorité, à plus de 99,73%, vote oui et non à 0,27%. La participation est aussi conséquente, 99,71%. Ces chiffres sont souvent cités comme exemple de résultats quasi unanimes typiques des régimes autoritaires. Premier élément problématique par rapport à ce vote. Le vote est organisé après le fait accompli. La question elle-même indique que la réunification a été réalisée le 13 mars 1938. Autrement dit, l'Autriche est déjà annexée par les troupes allemandes qui occupent le pays. Le référendum sert surtout à légitimer l'invasion. Ce type de procédure est typique des régimes plébiscitaires. Le vote ne décide pas, il confirme une décision déjà prise. Pendant plusieurs semaines, la propagande nazie domine totalement l'espace public. Affiches omniprésentes, meetings, mobilisation des organisations nazies, pression sur les institutions religieuses et sociales. Même l'Église catholique autrichienne finit par appeler les fidèles à voter oui sous la pression du régime. Les opposants politiques, socialistes, communistes, conservateurs anti-nazis, ont déjà été arrêtés, réduits au silence ou contraints à l'exil. La procédure elle-même posait problème. Dans de nombreux bureaux, les électeurs remplissaient leurs bulletins devant les responsables nazis. Le secret du vote était souvent inexistant. Beaucoup d'électeurs craignaient d'être dénoncés, licenciés de leur emploi, voire même arrêtés s'ils votaient non. Le bulletin de vote est devenu même célèbre. Il comportait un énorme cercle pour le oui et un petit cercle pour le non. Ce détail visuel avait un but psychologique: orienter les électeurs et rendre le vote négatif socialement visible. Dans de nombreux bureaux de vote en Autriche, les membres du parti nazi et des milices paramilitaires étaient présents. Les électeurs entraient parfois dans un climat très intimidant, avec des drapeaux nazis et des portraits d'Adolf Hitler partout. C'est un exemple classique de design manipulatoire dans les référendums autoritaires. Et puis tout le monde ne pouvait pas voter, ont été exclus les juifs, mais aussi les opposants politiques qui étaient contre le régime nazi. Ce sont des centaines de milliers de personnes hostiles au régime qui n'ont pas pu aller voter. Alors une question souvent qui est posée, c'est de savoir s'il y avait un réel soutien populaire à cette annexion. La réponse est plutôt complexe: il existait un courant pan-germaniste. Cependant, plusieurs estimations suggèrent que dans un vote libre, le soutien aurait pu être beaucoup plus faible. Certaines estimations évoquent 20 à 40% de soutien réel selon les régions. La réalité est donc probablement ni un rejet total, ni un soutien quasi unanime. L'Anschluss illustre une stratégie politique typique des régimes autoritaires. C'est une action politique décidée d'en haut, un contrôle total du contexte et du vote populaire organisé. Alors il est intéressant d'étudier ce cas car il permet de montrer que le référendum n'est démocratique que si certaines conditions existent. La liberté de la presse, le pluralisme politique, le secret du vote, l'absence de coercition, une question neutre et la possibilité à tous de pouvoir voter. Sans ces conditions, un référendum peut devenir un outil de légitimation du pouvoir plutôt qu'un instrument de démocratie. Alors il est intéressant d'analyser le cas du village d'Innerwil-Graten. Dans le petit village autrichien de Innerwil-Graten, une région très catholique et conservatrice du Tyrol, les résultats du vote ne correspondaient pas à l'image d'un soutien quasi unanime à l'Anschluss. Lors du dépouillement local, le nombre de votes contre l'annexion était nettement plus élevé que ce que les autorités nazies attendaient. Selon plusieurs récits, les responsables nazis auraient refait le comptage, les résultats auraient été corrigés avant d'être transmis aux autorités supérieures. L'objectif était clair: éviter qu'un résultat local ne vienne contredire la propagande de soutien massif à l'annexion. En 1938, il est intéressant que le référendum
référendum devient une arme politique pour Schuschnigg, il doit permettre au peuple autrichien de défendre son indépendance, et pour Hitler, il sert à donner une apparence démocratique à l'annexion de l'Autriche. Cet épisode montre que la démocratie directe peut être utilisée aussi bien pour défendre la liberté que pour légitimer une dictature. Alors la question est, Hitler le plus grand démocrate du XXe siècle? Je vous laisse pour une autre vidéo, au revoir.